ça tout à l'heure. D'abord, l'actualité de la mode. Ce matin, on va parler de la lingerie féminine. D'abord, pour deux raisons. Hein. D'abord, parce que ces dessous vont beaucoup se montrer cet automne, vous allez voir comment. Et aussi parce que c'est un secteur qui se porte très bien. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Donc vous allez les voir effectivement dans les défilés que vous montrera Isabelle Chalençon, deux secteurs qui se portent bien avec des nouveaux créateurs, créatrices pour la plupart. Hein. Créatrices. C'est vrai que la lingerie se porte bien et le constat qu'on fait, c'est vrai que on montre toujours finalement un bout de dentelle, un body, un soutien-gorge sous une veste. Ça, c'est vraiment la tendance. Et j'ai rencontré 3 jeunes créatrices parce que finalement, c'est peut-être plus facile de se lancer quand on commence dans la lingerie que dans une marque de prêt-à-porter. Ah bon. Donc, ça coûte moins cher, ça coûte moins d'investissement. Peut-être moins d'investissement, bien que finalement au centimètre, au millimètre carré, finalement, ça reste quand même assez conséquent. Mais ces jeunes sont vraiment plein de créativité, puis surtout, voilà, elles ont du talent, elles osent parce que c'est pas facile. La plus jeune, elle a 25 ans, elle est encore à l'école, elle a créé une marque avec sa sœur. Alors, je vais vous proposer Fifth Sense, Fifth Sense, 5e sens, Absolutely Pomme. Et alors là, le dernier, c'est assez rigolo, c'est Chichi, Castelnango, Paris. Pas facile à dire. Il n'y avait pas une Chichi quelque chose à une époque? Fifi Chachnil. Ah, Fifi Chachnil. Mais là, elle nous raconte, voilà, c'est son grand-père qui trouvait qu'elle était trop chichiteuse. Je vous emmène sur l'eau, William. Ouais. Regardez sur la scène dans ce nouvel hôtel où l'on peut dormir sur l'eau. Regardez. Faire une marque de lingerie, je pense que c'est vraiment quelque chose de fou. Parce que déjà, le produit lingerie dans le textile, je trouve que c'est le plus difficile à faire en termes de production et aussi marketing. Mais d'un côté, il y a beaucoup de demandes. La collection de lingerie, c'est une passion déjà pour moi. Et je travaille dans ce domaine depuis 15 ans. Notre marque s'appelle Fifth Sense, et 5e sens. Nous allons jouer aussi un peu de faire une lingerie qu'on peut porter dessus et dessous. Par exemple, un body que vous pouvez très bien mettre sous une veste. Ou bien une jupe que vous mettez avec votre pull et vous partez avec. Pour les hauts, ça va être entre 60 et 80 euros. Et pour les bas, entre 40 et 50 euros. On veut que la femme soit naturelle. Tu es belle comme tu es. C'est notre point de départ. Ce qui est difficile dans la lingerie, c'est de pouvoir arriver à mixer le style, la création, avec le confort et la technique. Ma marque s'appelle Absolutely Pomme. J'essaye de créer des produits, mais en travaillant un vestiaire. De la lingerie jusqu'à des pièces de dessus comme des nuisettes, des combi-shorts qu'on puisse porter aussi autant de dessus comme dessous à la maison, à l'extérieur. Gamme de prix qui va entre 60-80 euros un bas à 120, 150, 160 euros un soutien-gorge sur des pièces exclusives. J'essaie de travailler les dos, travailler les bretelles pour qu'il y ait un petit brin qui puisse échapper de la chemise. En tant que consommatrice de lingerie et surtout en tant qu'étudiante, on avait du mal à trouver une lingerie qui nous correspondait en termes de prix, en termes de qualité. On est aux alentours de 100-150 euros un ensemble, donc pour nous ça reste accessible en sachant qu'on propose des matières quand même très qualitatives qui viennent principalement de France. On est 2 sœurs, donc il y a Mathilde et moi. Moi je m'occupe vraiment de la partie commerciale, communication et marketing et ma sœur s'occupe de la création de A à Z. Notre marque s'appelle Chichi Castelnango Paris. Et donc en fait, c'était un surnom que j'avais quand j'étais jeune. C'est un style qui est inspiré de la haute couture. J'avais envie que le design soit différent, je voulais travailler les dos. J'adore travailler les bodys, c'est un petit peu la pièce phare dans la collection avec notamment le body edit qui est travaillé avec 3 matières.
Et c'est ça qui est intéressant dans la lingerie, c'est vraiment le mix entre la dentelle, la soie, le tulle. Alors, elles ont du travail pour rivaliser avec les grandes marques internationales, notamment américaines, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Au niveau des prix, vous avez vu, c'est une moyenne soutien-gorge, slip de 150 €. Elles ont toutes des sites internet, c'est pas facile. Il y a eu des financements participatifs, par exemple, sur Ulule. Donc voilà, c'est bien de se lancer. Quand on sait que 82% des Françaises, William, achètent surtout les 20-24 ans, achètent leur soutien-gorge parce que c'est le style qui les séduit. Donc c'est important. Voilà, le style et la coupe. Merci beaucoup, Isabelle. Et Dieu sait si on en a parlé assez vite d'ailleurs, dès l'apparition des téléphones portables à l'époque. Et on se plaignait en disant encore des ondes qui vont nous entourer. Est-ce que l'on peut s'en comporter? Est-ce que l'on peut s'en satisfaire? Et la réponse a été assez variée finalement. Il y avait les pour, il y avait les contre. Qu'est-ce qu'il dit, l'auteur de ce livre là, L'auteur, il dit que les ondes électromagnétiques nous entourent de plus en plus. Avant, il y avait le micro-ondes, il y avait les téléphones portables, etc. Maintenant, il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, il y a les extenseurs de connexion dans les appartements. Et ce qui est amusant, c'est que quand vous êtes chez vous, que vous éteignez toutes les lumières la nuit et que vous réveillez en pleine nuit, regardez un petit peu toutes les diodes qui restent allumées, qui restent en veille. C'est vraiment le décollage de la fusée à Kourou. Et on a l'impression qu'on est complètement envahi. L'OMS est en train de se pencher en ce moment, d'évaluer les risques pour la santé de ces ondes électromagnétiques. Ce sont des ondes de haute fréquence que l'on calcule en mégahertz et qui agissent sur nos organismes, que ce soit par des troubles physiques comme les troubles de sommeil ou même des troubles psychiques comme la fatigue mentale. Ça peut être des troubles chroniques aussi. Alors, les gens les plus sensibles, ce sont les bébés, les nouveau-nés, les plus vulnérables, ce sont les enfants, mais aussi, il y a une population que l'on dit maintenant électrosensible. Figurez-vous que c'est entre 2 à 6% de la population de personnes électrosensibles. Et ce livre, justement, nous apprend à évaluer, justement, la toxicité de toutes ces ondes qui nous entourent. Regardez. Il y a deux grandes choses, ce sont à la fois les basses fréquences qui dépendent du réseau électrique qui nous alimente en énergie avec les appareils, l'éclairage, le chauffage, et puis il y a tout ce qui touche aux hautes fréquences, aux nouvelles technologies de l'information avec les antennes relais, la téléphonie, le Wi-Fi. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont étudié un grand nombre de pathologies. Alors il y a des choses graves comme les cancers et puis aussi beaucoup de troubles plus légers mais parasitants au quotidien. Des maux de tête, des insomnies, irritabilité. Mais potentiellement on est tous affectés, au moins un peu agressés dans notre organisme et notre bien-être. Comment on gère ? Soit on réduit ou on supprime la source d'émission, soit on s'en éloigne puisque ça diminue grandement avec la distance, soit on réduit sa durée d'exposition, soit on peut utiliser des dispositifs qui vont apporter des solutions. Dans le salon, la première chose à traiter, c'est clairement s'il y a une box qui émet en Wi-Fi, de faire en sorte de débrancher le Wi-Fi au moins pour la nuit quand on s'en sert pas. Idéalement en permanence, puisque pour moi ces rayonnements sont clairement agressifs, et remplacer le Wi-Fi par des systèmes filaires. On a un système qui va permettre d'atténuer le niveau de pollution du Wi-Fi autour de la box. C'est une housse qui va enfermer la box et on réduit d'un facteur au moins 10 ou 20 la pollution hyperfréquence autour de la box. Les dernières télévisions dites Smart TV qui peuvent permettre d'aller récupérer de l'info sur Internet rayonnent 24 heures sur 24. Donc clairement, il faut tirer sur la prise avant de dormir. S'il y a un moment où une zone à préserver en priorité, c'est l'endroit où on dort. Puisque c'est là que l'organisme doit se retrouver détendu, sans agression extérieure, afin de se régénérer. Dans la chambre, on peut avoir le radio-réveil qui rayonne très fort. On peut avoir le chargeur de téléphone portable qui est en train de charger le portable sur la table de chevet. Et le bon sens serait tout simplement d'éloigner tout ça au moins d'1 mètre, 1,50 m du lit.
Pour moi, la première des choses, c'est chercher quels sont les rayonnements continus et essayer de les remplacer par des systèmes qui ne rayonneront pas. Allez dire à un adolescent aujourd'hui de ne pas dormir avec son portable sur la table de nuit, impossible. Alors le mot d'ordre pour les adolescents, ça s'appelle le mode avion. C'est-à-dire que ça permet d'abord d'éviter les ondes. Quand vous êtes en mode avion, vous pouvez vous réveiller sur votre smartphone, le réveil va sonner, mais les ondes sont coupées. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est laisser un appareil branché à côté de vous la nuit. C'est quand un appareil est branché qu'il dégage le plus d'ondes électromagnétiques. C'est quand il est en position de branchement. Donc il faut tout dépluguer. Les ados, évidemment, sont en première ligne. Il faut faire attention aussi aux babyphones. Vous savez, les petits appareils dans les chambres de bébé. Oui. On se dit, bah, c'est anodin. Eh ben non, surtout pas. Un babyphone à côté de la tête d'un bébé, ça émet énormément de radiofréquences. Donc il faut tout. Ah, il faut le mettre au babyphone. Je sais pas, vous le mettez hors de la chambre, le plus loin possible de la tête du bébé, et vous le mettez à fond. Et à ce moment-là, il ne prend pas le bruit de l'enfant parce qu'il est trop loin. Si, il faut que votre récepteur à vous soit au maximum. Ou alors vous dormez avec votre bébé. Ah, c'est une autre idée, ça. Ça peut arriver. C'est arrivé. Merci beaucoup. Alors, vous en avez peut-être entendu... D'ici quelques années, vous pourrez dire, j'ai assisté à ça, c'était à Télématin. Ils ont présenté dans une chronique, vers 7h moins le quart, le premier bus parisien 100% électrique. Ça fonctionne bien ? Ça fonctionne très bien. Alors la batterie, c'est la batterie du groupe Bolloré qui a été choisie. Ils sont en train d'étudier et ils vont vraisemblablement choisir également d'autres bus, puisque le but, c'est quand même de renouveler 350 lignes de bus dans Paris et région parisienne. Alors pour le moment, il y a une seule ligne de bus, mais vous allez voir, c'est vraiment le début d'un projet très ambitieux. Le plan Bus 2025, c'est un plan très ambitieux qui vise à renouveler l'ensemble de la flotte des 4500 bus de la RATP qui circulent en Ile-de-France. Il est prévu donc qu'il y ait 80% de bus électriques et 20% de bus qui fonctionnent au gaz naturel avec ce qu'on appelle du biogaz qui est issu de la méthanisation des déchets, mais 100% de la flotte sera donc totalement propre. Aujourd'hui, cette flotte est constituée majoritairement de bus diesel, à hauteur de 90%. L'objectif de la RATP, c'est d'aller le plus vite possible vers des bus électriques. Mais cette technologie n'est pas mature. Donc, en attendant, nous continuons à renouveler nos bus en achetant des bus hybrides. Notre besoin en matière de bus électriques, il est clair. En termes de service voyageur, le service en nombre de places, en confort, doit être le même que pour un bus diesel. Donc un bus standard électrique doit accueillir 90 passagers comme un bus diesel. Ce qui limite aujourd'hui peut-être l'offre, c'est l'autonomie de ces bus. Parce que dans le cahier des charges de la RATP pour les bus électriques, nous avons fait un choix technique important qui est de dire, nous, notre choix, c'est la recharge en dépôt la nuit. Ce qui suppose d'avoir un bus électrique qui arrive à faire son service toute la journée sans tomber en panne. La ligne 341 a été choisie justement parce qu'elle est à la fois représentative d'une ligne de Paris et de banlieue. On voulait vraiment montrer que le plan bus s'adresse non seulement aux Parisiens, mais aussi aux personnes qui vivent en banlieue. Et par ailleurs, elle exige une autonomie de service de 180 km jour, qui est tout à fait atteignable aujourd'hui avec les technologies constructeurs. On a clairement un objectif de rééquilibrage du partage de l'espace public en faveur des transports collectifs, avec moins de places données à la voiture et plus de places données aux transports collectifs. On va d'ailleurs, dès cet automne, lancer une grande concertation à Paris sur la restructuration du réseau de bus parisien, puisqu'il faut savoir qu'il n'a quasiment pas changé depuis plus de 50 ans. Et donc nous allons davantage donner aux arrondissements périphériques qui sont aujourd'hui moins bien desservis que le centre de Paris. Et ça nécessitera évidemment aussi de faire des aménagements dans les rues pour donner plus de place aux bus. Donc, moralité, ces bus électriques, on ne va pas les entendre. Alors, Faites il y a attention plusieurs aussi. avantages. On ne les enfin, oui, vous avez raison, ce n'est pas un avantage. On ne les entend pas. Mais en revanche, pour le chauffeur et pour les passagers, il y a moins de vibrations. Parce qu'un bus diesel, il y a beaucoup de vibrations. Il y a moins de bruit. Certains disent, les bus diesel, il y a une certaine odeur. C'est vrai qu'un bus électrique, il n'y a pas d'odeur. Et pour le chauffeur de bus, au démarrage, comme toute voiture électrique, comme tout engin électrique, c'est plus vif au démarrage. Donc pour le chauffeur de bus, c'est quand même plus confortable un bus électrique qu'un bus diesel au quotidien.
Et pour les passagers, c'est mieux aussi. Alors effectivement, attention, on ne les entendra pas, les vélos à côté, alors, etc. Quand vous traversez avec les écouteurs, puis boum, attention à ça. Ouais. Et puis les bus diesel, alors, les bus avec diesel, le pour le moment, à hauteur de la poussette. Exactement. Super, ça. Alors, ça aussi, comme il y a plus de 90% des bus qui sont diesel, 2025, c'est quand même demain. Donc en 2025, on n'aura plus ces bus diesel. Non, pareil. Merci. Bon, en direction Bruxelles. C'est un peu plus sérieux. Où nous attend là-bas notre correspondant Valérie Lerouge, qui couvre pour nous les affaires européennes, vous le savez peut-être. Et ce week-end, Valérie était à Bratislava, en Slovaquie, pour le sommet des chefs d'État. Alors là-bas, il a fait son travail, très bien. Mais ce que vous avez retenu, Valérie, de cette escapade-là, et que nous ignorions, c'est qu'il s'agit d'un pays qui est... vous me dites, au top de l'innovation. Alors, laquelle innovation et à quel niveau, Valérie? Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, quand on parle de Slovaquie, généralement, on pense d'abord à cette architecture austère soviétique, à ces forêts qui recouvrent 40% du territoire. Et on imagine une économie encore un peu poussiéreuse, héritée de 40 ans de dictature communiste. Eh bien, détrompez-vous. Alors, il y a encore un peu de cela, mais pas seulement. J'y ai trouvé des start-up hyper innovantes en matière d'informatique, de jeux vidéo, de télécommunications qui n'ont rien à envier aux nôtres, et des PME qui ne ressemblent à pas grand-chose comme ça au milieu des champs de maïs près de Bratislava et qui recèlent des joyaux qui préparent notre futur, notamment en matière de transport. Voyez ce reportage réalisé à Bratislava ce week-end. Fantomas en a rêvé, les Slovaques l'ont fait. En quelques secondes, cette voiture de sport déploie ses ailes et se transforme en avion. À quelques kilomètres de là, c'est un projet de train supersonique qui va bientôt voir le jour. Non, nous ne sommes pas dans la Silicon Valley, mais à quelques kilomètres de Bratislava. Cette PME travaille sur les deux projets grâce à son savoir-faire en fibre de carbone, déjà convoité par les plus grandes marques automobiles. Ils viennent chercher le coût, bien sûr, mais l'innovation et la qualité. Aujourd'hui, on fait des produits qu'aucun autre fournisseur n'arrive à faire. Cette pièce, par exemple, est une pièce qui est faite en un seul monolithique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de collage. Et donc, ça ne se décolle pas. La Slovaquie n'est plus seulement l'usine d'Europe de l'Est, mais un véritable laboratoire d'innovation. Et ce n'est pas un hasard si le milliardaire américain, patron de Tesla, a confié le design de son train révolutionnaire Hyperloop à cette PME. La Slovaquie, et avant ça déjà, la Tchécoslovaquie a toujours eu de bonnes écoles d'ingénieurs. Une bonne école d'ingénierie, mécanique, une bonne école d'industrie automobile, et ça aide. Outre le secteur du transport, la Slovaquie regorge aussi de start-up en informatique et télécommunications qui séduisent les investisseurs. Ici, on a besoin de beaucoup moins d'argent pour développer quelque chose. Et le capital privé, que je, par exemple, représente ici, aime investir ici parce que les demandes de capital ne sont pas aussi grandes que, par exemple, dans des pays beaucoup plus développés dans l'innovation. Désormais, tout un écosystème se développe autour de Bratislava, du côté hongrois et autrichien, ce que certains appellent la Danube Valley. La Danube Valley, effectivement. Mais les constructeurs automobiles européens, mais pas seulement, ne s'y sont pas trompés, non? Ils sont presque tous là-bas? Oui, alors d'abord pour des raisons de coût, mais ça ne suffirait pas à implanter des usines là-bas. Ils se sont aperçus qu'il y avait vraiment une main-d'œuvre très qualifiée. Alors PSA, le français, y est, Peugeot Citroën, mais aussi Jaguar, Porsche, Audi. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs années, en fait, ces marques-là, souvent, faisaient leurs plus beaux modèles en Slovaquie. Elles recouvraient les voitures d'une bâche pour les ramener en Allemagne, rajoutaient 3 accessoires et pouvoir inscrire Deutsche Qualität. Et bien maintenant, tout le monde assume cette fabrication en Slovaquie, justement parce qu'il y a ce savoir-faire et parce qu'il y a de nombreuses universités, chefs d'entreprise et le gouvernement qui se sont associés pour donner une autre image à la Slovaquie aujourd'hui. Merci Valérie, à suivre. Bonne journée. Bonne journée à vous. La revue de presse de Patrice Rodnet, c'est tout de suite.
Allez, on commence par quel organe de presse? Bonjour William, bonjour à tous. On va commencer par Libération, parce que ce matin, Libération s'attaque au réel. Alors c'est compliqué le réel, parce que les faits sont têtus et les électeurs ne le sont pas moins. Je vous explique ce qui se passe. En fait, la grande crainte de Libération, c'est qu'au cours de la campagne électorale qui se profile, on ne parle que d'identité, de religion et de sécurité. D'où la volonté du journal de remettre les candidats au travail. Manière de dire que l'emploi demeure une des fortes préoccupations du pays et qu'il serait temps qu'ils reviennent au cœur des débats. Tout cela est évidemment coordonné car on apprend dans Libération que la CFDT met en ligne dès ce matin un questionnaire. Alors attention, pas un petit questionnaire, un truc costaud, pas moins de 150 questions. Prévoyez une barre de céréales avant de vous lancer. L'idée, c'est d'interroger l'emploi dans tous ses aspects et de remettre l'humain au cœur des solutions concrètes. Alors, de l'humain et des solutions concrètes dans le monde merveilleux du travail, j'en ai en stock avec cette histoire que nous raconte le quotidien régional La Montagne, une histoire de Maboul dont le héros est un facteur. Ça se passe en Corrèze, à Tulle. Alors, vous savez que les facteurs disposent d'un Stabi, c'est un petit véhicule à 3 roues. Et il se passe que Sylvain, facteur de métier, a customisé son Stabi. Il a mis un morceau de plexiglas devant pour se protéger du vent et il a rajouté un coussin sur la selle. La direction n'a pas du tout aimé. Elle considère que c'est dangereux, que cela alourdit la mobilette et que ça complique les manœuvres. Conséquence, procédure disciplinaire et mobilisation de la CGT. Ah, c'est sûr, avec des histoires de cet acabit, eh bien, ils vont avoir du grain à moudre à la CGT quand ils vont compiler les réponses à leur questionnaire sur le monde du travail. J'imagine qu'ils collectionneront aussi quelques témoignages sur la discrimination au boulot. Il en est question ce matin dans Les Échos. Le journal relaye les préoccupations du défenseur des droits qui s'alarme des effets dévastateurs de la discrimination sur la vie professionnelle mais aussi la vie personnelle des victimes. Témoignage d'une jeune femme de 24 ans. Je suis épuisée, je suis née ici, j'ai grandi ici et on me dit que je ne suis pas chez moi. 40% des personnes qui s'estiment discriminées envisagent de partir à l'étranger, comme en témoigne cette autre jeune femme. Je travaille dans l'informatique bancaire, dit-elle, j'ai 27 ans, un bac+5, je parle 4 langues, j'ai de l'expérience, mais toujours pas de CDI. Je pense à changer de pays. Je ferme les guillemets. Alors je reviens sur la une de Libération. Présidentielle, mettons les candidats au travail, clame le journal. Les candidats, comme vous le savez, il y en aura bientôt plus que d'électeurs. Et leur travail, c'est de convaincre, donc de débattre. Et la presse, son boulot à elle, c'est d'organiser les débats. Eh bien, je peux vous dire que ça aussi, c'est du taf. Prenez la primaire des Républicains. 8 ambitieux sur la ligne de départ. Ils sont tous là. Ils en passeront par 3 débats télévisés. Vous lirez ce matin dans Le Parisien le détail de l'organisation. C'est savoureux, c'est un casse-tête plus compliqué que l'accord que de cesser le feu en Syrie. Alors, les organisateurs du débat voulaient filmer les compétiteurs dans leur voiture quelques minutes avant leur arrivée. Ah, pas possible, parce que certains conduisent leur propre voiture et d'autres ont une grosse berline avec chauffeur. Ça risquait de leur poser des problèmes. Est-ce que c'est intéressant, ça, pour le... C'est une idée, ce qu'on appelle l'habillage d'une émission. Après, on aime ou on n'aime pas, mais ça fait partie de l'habillage. C'est comme le générique. Bon. Alors, les organisateurs voulaient leur soumettre aussi des questions posées par les internautes. Là, seuls NKM et Jean-Frédéric Poisson étaient d'accord. Et puis, oui, parce qu'il y a Jean-Frédéric Poisson qui est candidat, Parti chrétien-démocrate. Puis alors, Alain Juppé ne veut pas qu'on filme les pupitres car il ne veut pas qu'on voit ses notes. Nicolas Sarkozy ne veut pas que les pupitres soient transparents. Alors, l'un de ses adversaires ironise à propos d'un hypothétique marchepied, parce que si c'est transparent, on voit le marchepied. Bref, tout ça est à lire dans Le Parisien ce matin. Merci beaucoup. What kind of life fate hands me, I'll get along. Cyril Charles avec une tablette tactile, peut-être qu'il aurait pu composer avec sa tablette. Alors, ça a été pensé, conçu pour eux, pour les non-voyants ? Complètement, avec de la technologie haptique. C'est la science du toucher. Vous avez cette science-là, justement, qui est appliquée dans cette tablette, tout comme il y a la science de l'optique ou de l'acoustique. Là, on est sur du toucher. Et on a une tablette, ça se dit haptique. Haptique, exactement. Et c'est une tablette, regardez comme elle est belle. Vous le voyez, il y a le clavier en braille, tout en bas, vous le voyez en blanc. Et puis, vous voyez aussi eh bien, cet écran, et c'est là où ça devient absolument formidable, c'est en vert, mais c'est creusé. Et donc, c'est creusé pour pouvoir y mettre les mains et pour pouvoir avoir une tablette tactile également pour les malvoyants et non-voyants.
Et ce qui est très très bien, c'est que cette tablette présente comme ça pour un malvoyant, se présente de cette manière-là. Mais si moi qui vois correctement, je suis avec lui, eh bien je peux également me servir de la tablette et ce qu'il va écrire, je vais pouvoir le lire dans des caractères, dans l'alphabet que moi je vais pouvoir déchiffrer. Donc c'est aussi un moyen de rassembler les non-voyants et ceux qui voient. Il faut quand même rappeler qu'il y a 30% des aveugles qui sont insérés dans le monde du travail aujourd'hui, mais qu'ils ont besoin également beaucoup de soutien. Il y a 1,5 million de malvoyants ou aveugles, seulement 30% travaillent aujourd'hui. Et il faut parler aussi des 15 000 gamins qui sont à l'école, qui sont non-voyants ou malvoyants et qui ont besoin d'outils comme cela, par exemple, pour pouvoir mieux vivre, être mieux intégrés et puis un jour trouver du travail, bien évidemment. Regardez comment cette tablette 100% française fonctionne. Le concept, donc, c'est de rendre accessible une tablette tactile comme vous pourriez acheter n'importe où dans le commerce. Sauf que cette tablette a été conçue pour les personnes aveugles. Le creuset que nous avons fait dans le verre permet à une personne aveugle d'avoir accès au clavier braille. Le clavier braille qui existe depuis toujours, mais qui a été creusé pour avoir un repère physique sur l'écran et pour permettre une facilité d'accès à la personne aveugle. On a aussi rajouté un afficheur braille, donc ce sont des petits points braille qui permettent à une personne aveugle de lire comme vous liriez en tant que voyant. Donc on a mis en place une gestuelle avec des creusets dans le verre, ce qu'on appelle les sliders, donc qui sont en bas et sur les côtés, qui va permettre à la personne aveugle d'avancer de 32 caractères en 32 caractères pour naviguer sur l'ensemble de l'écran. Donc avec un mouvement du doigt simple, il va pouvoir avancer sa plage braille pour aller voir l'ensemble du contenu de l'information. Clavier 8 points ouvert. En complément du braille, évidemment, une synthèse vocale est intégrée à l'appareil, permettant aux personnes ayant besoin d'un soutien vocal de pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations. Script 6 sur 14. Administrateur. Application 8 sur 14. C'est une tablette tout à fait standard, normale, sur laquelle on a rajouté, nous, une couche logicielle permettant aux personnes aveugles d'avoir une gestuelle et une navigation beaucoup plus simplifiée. On va pouvoir aller sur Internet, va pouvoir faire de la messagerie, va pouvoir travailler dans des logiciels de traitement de texte ou des tableurs. Il a accès à vraiment tout l'environnement de ce système d'exploitation. 1. C. F. Alors, cet appareil s'adresse en particulier aux enfants qui vont intégrer une classe ordinaire. Donc, on a fait cet appareil justement pour être communicant entre la personne aveugle et la personne voyante. Ça peut être le collègue en entreprise, ça peut être le copain en classe, ça peut être le professeur avec son élève. Ça concerne toutes les personnes aveugles connaissant le braille. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Très efficace, apparemment. Elle a un coût, je suppose. Oui, c'est un marché de niche, évidemment. C'est triste à dire, mais c'est un marché de niche. Elle vaut entre 6 000 et 7 500 euros aujourd'hui. Et elle est disponible partout dans le monde actuellement. Et comment un jeune garçon comme ça peut... Alors je suppose, parce que je n'ai pas creusé le sujet, mais je suppose qu'on doit pouvoir avoir des aides, bien entendu, qui donnent accès à certains outils. Et puis c'est peut-être très certainement même, à mon avis, au collège ou au lycée, à fournir peut-être, ou à aider à fournir cela aux enfants. Ils ont quand même le droit à l'accès à l'information. Payé par traite et à long terme, je ne sais pas. Évidemment. Il y a peut-être des solutions pour eux. Bon, on va se renseigner. Merci beaucoup, Yann. Bonjour Jean-Michel Bennett. Bonjour. Les départements vous appellent à l'aide. 40 d'entre eux expliquent qu'ils ne pourront pas payer le RSA à la fin de l'année. Vous avez abandonné les départements donc? C'est plutôt une vingtaine. Ils pourront payer, mais il est vrai qu'ils sont en difficulté parce que le RSA a explosé ces dernières années. Nous leur avons tendu la main, le Premier ministre, puisque lors de leur dernier congrès national à Troyes, ils ont voté une motion à l'unanimité demandant que l'État recentralise le RSA sans toucher à cette dynamique que sont les DMTO, les frais de notaire et la CVAE, la contribution sur les entreprises. Nous avons répondu oui. Et à partir de ce moment-là, parce que nous sommes dans une période politique, nous sommes rentrés dans des discussions qui n'ont pas abouti. Je le regrette. Un seul exemple, j'ai eu devant moi pour négocier 2 chefs de délégation qui étaient M. Lambert et M. de Montgolfier. Les deux, en ouverture des négociations, m'ont dit « Monsieur le ministre, nous ne sommes pas favorables à recentraliser le RSA. C'est pas comme ça qu'on négocie quand on va aboutir. » Très bien, vous dites on est dans une période politique, sauf qu'il y a des gens qui attendent le versement du RSA à la fin de l'année. À eux, vous dites quoi? Le RSA ne sera pas versé, donc? Le RSA sera versé
quoi que l'on prétende, et c'est bien normal, puisque c'est une dépense obligatoire pour les départements. Le RSA, c'était le RMI créé par Michel Rocard. C'est une prestation de solidarité nationale. Et il est bien normal que les départements, puisque ça a été décentralisé en 2004, soit dit en passant par Jean-Pierre Raffarin, il est bien normal que les départements soient solidaires de celles et ceux qui sont en difficulté. Nous avons créé, pour ceux qui sont en difficulté, c'est 20 à 25 et non pas 40, un fonds d'urgence, l'an dernier de 50 millions. Il sera cette année autour de 200 millions. Et nous aidons ces départements à honorer les engagements vis-à-vis de celles et ceux qui sont en difficulté et qui souffrent. Je ne suis pas sûr que les départements et leurs dirigeants surtout aient été de très bonne foi dans cette discussion et à la veille de leur congrès. Ça a l'air de vous agacer. Non, moi vous savez, j'en ai vu d'autres, mais je connais bien le sujet. J'ai présidé un département de 30 ans, donc je sais que la réalité n'est pas celle-là, mais les départements sont désormais de majoritairement de droite. Je le répète, nous sommes dans la période électorale et ils sont très nombreux, comme M. Éric Ciotti et quelques autres dans les Alpes-Maritimes, à privilégier la politique et le conflit plutôt que l'intérêt des départements et de nos concitoyens. Un autre exemple sur la difficulté de la gestion des finances publiques quand on est une collectivité locale. Pour réduire les dépenses publiques, l'État, on le sait, a baissé les dotations collectivités locales et ponctionne certaines communes riches. Les efforts que l'État ne fait pas pour lui, il les demande aux communes. Et ça commence à crisper, on va le dire, certaines municipalités. L'ancien Premier ministre François Fillon avait dit « la France est en faillite ». C'était la vérité. Donc nous avions le choix de continuer à aller vers la faillite ou de prendre nos responsabilités avec courage. Nous l'avons fait. L'État a fait de gros efforts. Nous avons demandé aux collectivités de nous accompagner. Et elles l'ont fait de manière remarquable et admirable. Et en traînant les pieds parfois, Jean-Michel Valette. Oui, bien naturellement, c'est jamais agréable de faire des économies. On préfère dépenser, c'est naturel, y compris dans nos vies personnelles. À partir de là, nous avons demandé à l'ensemble des collectivités de faire ces efforts. Il se trouve que les 3 collectivités dont parlait le Parisien hier et que vous évoquez à l'instant sont 3 collectivités exceptionnelles. C'est le centre de traitement des déchets à La Hague, c'est la taxe professionnelle d'Euro Disney. Bon, ce sont des collectivités qui ont des recettes 5 fois supérieures à la moyenne. Je connais bien ces situations, je préside moi-même une communauté de communes qui, dans ce cas, il y a une centrale nucléaire. Donc, quand on est plus riche, eh bien, il faut faire des efforts, non seulement pour enflouer les caisses de l'État, mais également de péréquation vers les collectivités les plus pauvres. Parce que nous avons mis aussi en place la péréquation de l'État vers les collectivités et les collectivités entre elles. D'une manière générale, la ponction, l'effort, il n'a pas été trop rude, l'effort demandé aux collectivités locales. Alors, si on faisait un bilan de ces 5 années d'économie sur les finances publiques. Oui, mais grâce à cela, nous avons redressé les comptes publics et les chiffres sont bons désormais. Il a été fort, c'est vrai, mais le président de la République a tendu la main aux maires lors du congrès dernier, puisqu'il a diminué de moitié le dernier effort. 2 milliards étaient prévus, ce sera simplement 1 milliard. Nous aidons les métropoles et les régions avec le pacte État-métropole et le pacte État-région. Concernant les départements, c'est vrai que les discussions ont échoué, mais nous allons renouveler et augmenter le fonds de solidarité. Je rappellerai dernière chose que pour les départements quand même, en 2013, Jean-Marc Ayrault, leur Premier ministre, fait un pacte de solidarité et de confiance avec eux, 1,6 milliard. Vous avez demandé des efforts aux collectivités locales et vous avez demandé des efforts aux Français avec des hausses d'impôts. Le président de la République avait dit on commence par hausser les impôts et puis ensuite on redistribuera. Dans les Échos, ce matin, on apprend que le ministre des Finances devra annoncer une stabilité des prélèvements obligatoires pour 2017 par rapport à 2016. Il n'y aura pas donc d'inversion de la courbe des impôts. Il y aura inversion de la courbe des impôts pour les particuliers puisqu'il y a 1 milliard de baisse d'impôts. Le président de la République tient les engagements qu'il prend. Je viens de découvrir ce papier. Je ne sais pas ce que Michel Sapin va annoncer dans quelques instants. Attendons de voir. Mais moi, je vois que le résultat est au rendez-vous, puisque nous sommes désormais en dessous des 3% de déficit budgétaire. Sylvia Pinel a pris la tête du parti radical que vous avez conduit pendant assez longtemps. Vous étiez candidat dans le cadre des primaires en 2011. Est-ce qu'il y aura un candidat du parti radical à la prochaine présidentielle? Si primaire il y aura un candidat du parti radical. Et comme la dernière fois, la légitimité, c'est le président ou la présidente du parti. Si primaire il y a, vous avez l'air d'en douter.
Moi, ça m'étonne beaucoup, cette organisation. Si le président de la République, qui est le candidat légitime, décide de se représenter, je sens mal cet exercice. Mais en fait, nous allons voir, il va donner sa réponse assez rapidement. Il a déjà commencé à donner des signaux. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas ajouter à la confusion. Vous savez, la victoire est au prix de l'unité. Or, la gauche est balkanisée aujourd'hui. Nous ferions mieux de travailler à essayer de ressouder tout cela qu'organiser des primaires où la moitié de celles et ceux qui veulent être candidats à la présidence de la République du côté de la gauche ont déjà annoncé qu'ils ne seraient pas. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que tout le monde fait comme s'il y avait déjà des primaires. Vous considérez que la messe n'est pas dite? C'est le Parti socialiste qui les organise, donc c'est à eux de décider. Je vous répète, s'il y a, nous, les radicaux de gauche, ils seront tout naturellement, mais moi, mon avis personnel, c'est que les primaires, cette fois, ne sont pas forcément le meilleur système si François Hollande est de nouveau candidat. Et si François Hollande est de nouveau candidat, le parti radical se rangera derrière la candidature de François Hollande? Nous avons une convention au mois de décembre, les militants décideront. Je viens déjà de vous dire ce que je pensais des primaires, je ne vais pas être incorrect politiquement à chaque question. Bon, ce ne serait pas si grave. À titre personnel, en tant que ministre, vous soutiendrez la candidature de François Hollande? Je viens de vous dire qu'il était le candidat légitime. C'est dit. Merci beaucoup, Jean-Michel Vaillet. À vous, William. Merci beaucoup, Caroline. À demain, même heure. They asked me I could write a book about the way you walk. Non, ça c'est une bonne musique. On dirait un iconique Junior, non, c'est pas lui. Mais c'est pas lui. Ah, ça pourrait. Ça pourrait, hein. Non, c'est lui, c'est lui. Ah, c'est lui, oh là là. Allez, bravo, bien joué. Alors, on va ouvrir le bloc-notes du jour avec Damien Thévenot et une nouvelle sélection estampillée par le CLT. Le CLT, c'est le club des libraires de Télématin. Et c'est ouvert, hein. On peut postuler. On peut postuler, ah oui, mais les règles d'admission sont assez drastiques, très sévères. C'est vous qui faites passer le casting? Oui, j'ai un aréopage de sages qui étudient, voilà. Et en l'occurrence ce matin, c'est les filles du bureau. Voilà, c'est ça. On va leur dire, bonjour l'aréopage, c'est ça. Et donc à passer haut la main donc le concours, c'est Guillaume Chevalier qui est libraire à Fontenay-sous-Bois dans le département du Val-de-Marne. Jeune libraire, trentaine d'années, passionné, passionnant. Ce matin, les femmes sont à l'honneur à travers 3 livres. Alors, une romancière canadienne, une romancière française, Karine Thuil, formidable romancière. Et on commence par, quand on vous dit qu'on vous cherche quand même des pépites un peu inattendues, une romancière... C'est le but du jeu, voilà. Hein. Oui, parce que sinon, il y a Olivia qui fait ça très bien. Bien sûr. Une romancière zimbabwéenne qui s'appelle Petina Gapa, qui signe, alors là, attention, mouchoir. Petit mouchoir quand même, c'est très très triste. C'est magnifiquement écrit, mais c'est un peu triste. Le livre de Memory, Jean-Claude Lattès. Voici ce que vous en dit Guillaume, regardez. Nous sommes au Zimbabwe. Memory, une jeune femme, est accusée du meurtre de l'homme blanc à qui ses parents l'ont vendue alors qu'elle avait 9 ans et elle attend dans le couloir de la mort. Elle profite de son incarcération pour nous raconter, à nous lecteurs, sa vie, son enfance difficile, d'autant qu'elle est albinos et que, en Afrique, des croyances, des superstitions les mettent au banc de la société, les stigmatisent. Pourquoi ses parents l'ont-ils abandonnée? L'ont-ils réellement vendue, comme Memory en a la certitude? Quel intérêt aurait-elle eu à tuer cet homme qui l'a choyée et qui l'a sortie de la misère? L'a-t-elle vraiment tué? Réponse dans ce très bon roman de la rentrée littéraire, d'une humanité saisissante. Memory est une jeune fille très attachante. On ne peut pas croire qu'elle ait commis ce crime. Et Petina Gapa, l'auteur, nous tient en haleine jusqu'à la toute dernière page où toutes les pièces du puzzle vont se reconstituer. Mon deuxième coup de cœur, un roman d'anticipation bluffant, Station Eleven de Emily St. John Mandel aux éditions Rivage. Un soir à Toronto, un acteur célèbre meurt sur scène d'une crise cardiaque en interprétant le roi Lear. Stupéfaction dans la salle, d'autant qu'au même moment, un virus foudroie la quasi-totalité de l'humanité. La civilisation s'effondre petit à petit, l'électricité disparaît, l'eau courante, Internet, la télévision, tout le confort matériel que l'on connaît est réduit à néant. L'histoire de ce livre se déroule sur une quinzaine d'années et le défi, pour les rares survivants, sera de reconstruire l'humanité à partir d'une page blanche. J'ai adoré ce livre parce que c'est un excellent moyen d'aborder la littérature d'anticipation, car contrairement à des films comme Mad Max ou
l'apocalypse est assez esthétisé. Là, nous sommes dans le dur, le concret. C'est un livre qui sonne juste, qui sonne vrai. Et l'auteur, Emily St. John Mandel, nous offre, je pense, une vision assez clairvoyante de ce qui se passerait en cas d'effondrement de la civilisation. Et pour terminer, mon troisième coup de cœur, un roman choral bouleversant, L'Insouciance de Karine Thuil aux éditions Gallimard. De retour d'Afghanistan, Romain est un soldat français traumatisé par la guerre. Au détour d'une interview, il fait la connaissance de Marion, journaliste et écrivaine, et en tombe éperdument amoureux. Leur relation est passionnelle, mais elle doit rester secrète, car les deux protagonistes sont mariés chacun de leur côté. Ça va être d'autant plus difficile pour Marion que son mari, François Velli, un riche industriel français, va être pris au cœur d'une tempête médiatique qui va bouleverser son destin et par effet de domino, celui de tous les autres protagonistes du livre. J'ai adoré ce roman parce qu'il est foisonnant, passionnant, plein de personnages vont se croiser, s'aimer, se détester, douter, lutter contre tous les types de préjugés. Le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, les discriminations socio-économiques. C'est un roman qui est une photographie cruelle mais très nuancée de notre époque. Karine Thuil nous offre encore une fois un roman incontournable sur les tourments de la vie et la fin de l'insouciance. Chevalier se débrouille très bien. Allez voir sa sélection chez lui, là-bas, à Fontenay-sous-Bois, c'est dans le Val-de-Marne. Oui, absolument. Attention, chef-d'œuvre. Il faut qu'on fasse un petit logo, William. L'Insouciance, Karine Thuil. Oui. Elle a 40 et quelques déjà, années. Déjà, il est estampillé CLT, c'est bien. Voilà, mais c'est une peinture, même pas au vitriol, une peinture très réaliste de la société du XXIe siècle, avec tous ses travers, tout ce qui va vite, l'emballement médiatique. C'est un bouquin génial. Et en plus, il y a 500 pages. Ça va vous tenir en haleine pendant quelques soirées. Voilà. Merci beaucoup. Une image des cheveux bleus, vous voyez, c'est un concept. Ouais, c'est un concept particulier, mais bon... Oui, des cheveux jaunes. C'est un concept. Mais c'est leurs vrais cheveux, c'est la couleur Donald Trump. Alors, Raoni, c'est vrai, vous vous souvenez de ce chef Raoni, d'ailleurs, il faut vous rappeler que c'était son prénom. Là, c'est un autre chef indien. Alors, il est devenu célèbre, il défend la forêt amazonienne, mais comment il a fait pour devenir très célèbre? Aussi célèbre que son pote Raoni. Ouais, c'est alors Almir Narayamoga, il s'appelle. C'est facile à dire, très bien, bien joué. Ouais, je sais, je l'ai répété 100 fois au moins. Et lui, en fait, c'est même il fait partie des 100 personnalités les plus influentes du Brésil. Je sais pas, vous vous souvenez certainement de lui, il a fait plein de télé, il a été reçu dans une trentaine de pays. Il est très reconnaissable parce qu'il a une coiffe de plumes d'aigle. Ça vous dit certainement quelque chose. En tout cas, lui, il se bat effectivement contre la déforestation, lui et son peuple, parce que lui, eh bien, il est chef indien du peuple Suri. Les Suri, ils sont juste 1500, ils se trouvent dans l'état du Rondônia, au nord-ouest du Brésil, en pleine forêt amazonienne. Et donc, lui et son peuple, enfin, lui a trouvé une arme extrêmement moderne, c'est Internet. C'est le seul à avoir fait des études universitaires. Il s'est évidemment rendu compte que Internet, c'était extrêmement fort, c'était le pouvoir d'Internet. Et il a fait de YouTube et des réseaux sociaux son allié. Donc, ça lui a permis finalement de dénoncer tous les abattages illégaux. Regarde, il est dans la jungle avec c'est étonnant, le type, il a un pad, il a des comptes de pub sur la tête et Internet dans les mains. Et alors, le contrat, c'est alors mieux que ça, il a même réussi à convaincre Google Earth de l'aider. Et ils leur ont apporté en fait des GPS qui leur permettent de traquer les bûcherons clandestins en temps réel. Ah oui, qui déforestent toute la Amazonie. Ouais, exactement. Un combat évidemment, ça fait des années maintenant qu'il fait ça, hein. Il a réussi évidemment à récolter les fruits, mais c'est quand même un combat encore très très compliqué. Explication, regardez. Nous sommes au cœur de la forêt amazonienne et il y a à peine 50 ans, la tribu Surui échappe de justesse à l'extinction. Aujourd'hui, ils sont environ 1400 et ils sont les gardiens de la forêt. Almir Narayamoga, Surui, ça veut dire l'esprit qui unit les pouvoirs spirituels. Voilà. Et cet homme-là, qui a aujourd'hui 42 ans, pense qu'il peut apporter des solutions à l'Occident. Il s'est dit, je vais leur démontrer que si on préserve la forêt, elle peut être plus rentable que si on la détruit. Et il a imaginé avec sa tribu un plan de gestion de la forêt sur 50 ans. Et il a démontré qu'il était possible de gérer la forêt durablement, sans la détruire, et qu'elle puisse nous apporter non seulement des denrées, mais aussi de l'argent, qu'elle soit rentable. La forêt amazonienne, surnommée le poumon de la planète,
est en danger. Sa déforestation s'accélère alors que le peuple Surui occupait 2 millions d'hectares. Son territoire actuel s'est réduit à 250 hectares. Il y a à peu près 30 camions par jour de bois qui sortent de leur territoire aujourd'hui sans qu'ils puissent rien faire. Parce que Almir dit toujours, moi je veux pas de violence, donc ils vont pas leur tirer dessus. Ce qu'ils font de temps en temps, c'est qu'ils font descendre un chauffeur et ils lui disent, bon ben tu rentres à pied. Donc tout ça a fait dire à Almir, on est en train de perdre notre forêt. Maintenant j'en ai marre, je vais vous montrer que plutôt que de détruire la forêt, on peut arriver à faire en sorte qu'elle soit rentable sans la détruire et en la gérant de façon durable. Quand il était à l'université, il a eu accès forcément à des ordinateurs et il a eu accès à Google Earth. Et il a fait comme font chacun de nous. Il a zoomé l'endroit où était son peuple et qu'est-ce qui était écrit? Territoire inhabité. Almir est bien décidé à réparer cette erreur et il est tellement convaincant que le moteur de recherche offre les outils qui vont leur permettre de traquer en temps réel les bûcherons clandestins. Il va voir le gouvernement pour dire voilà ce qui se passe sur le territoire. Là, vous voyez la déforestation en temps réel, tout ce qu'on nous fait. Et là, le gouvernement a détaché des gardes qui les ont aidés à surveiller leur territoire. Et il y a 10 scieries clandestines qui ont été fermées suite à ça, qui étaient tranquillement installées sur leur territoire. Mais pour assurer l'indépendance économique de son peuple, Amir lance une autre idée, le projet Carbone. Il a dit, mais après tout, notre forêt, elle produit une compensation carbone. Il a été prouvé qu'ils avaient économisé l'équivalent de 250 000 tonnes sur leur territoire. Donc ces 250 000 tonnes d'équivalent carbone, ils ont le droit de les vendre à des sociétés qui, elles, produisent une pollution. Donc ils vendent ces crédits carbone, mais à condition que l'entreprise à qui je les vends s'engage à réduire sa pollution. Et aujourd'hui, on peut trouver sur le marché indépendant du carbone, on peut trouver du carbone sur UI. Le combat continue. Aujourd'hui, l'objectif d'Almir est de reboiser l'Amazonie, tout simplement. Ah oui, en plus, ça va l'aider à faire vivre son peuple. Ils ne sont pas très nombreux, c'est ça, mais quand même. Ouais, c'est un combat à long terme, mais quand même, il y en aura de plus en plus dans les années à venir. Donc c'est vraiment, je vous conseille vraiment de lire l'article de Oui Demain qui est en ce moment en kiosque jusqu'à fin novembre. C'est un article justement qui explique en plus tout ce projet carbone qui est très intéressant. Autre chose, c'est le livre Sauver la planète aux éditions Albin Michel, écrit par Corinne Sombrin que vous avez vu dans le reportage et Almir Narayamoga, où justement il raconte tout son parcours personnel et son combat pour l'environnement et son combat évidemment pour préserver son peuple Surui. Et pour lui donner un coup de main, il faudrait qu'il vienne en Europe, peut-être. Il est venu, il va revenir. On l'interviewera certainement. Ah oui, parce que je ne me souviens pas de son premier passage, donc il faudrait qu'il repasse une deuxième fois. Là. Il faudrait. Voilà, il vient nous rendre visite. Merci beaucoup. À propos des colons. C'est comme ça qu'on l'appelle la nuit dans certains cabarets. Mais pourquoi Wonder Woman? Superman, les gars. Ils sont passés de l'autre côté, le Brexit, mais enfin, Thomas Hervé qui aime la publicité et les créatifs grands-bretons se disent oui, mais moi je continuerai à les aimer beaucoup. Bon, alors, très bien. De toute façon, il faut qu'on continue à les aimer beaucoup. Ils quittent l'Europe très bien. Bon, ça reste quand même en matière de créativité. Les maîtres du monde, démonstration très simple, la BBC. La BBC a couvert, comme toutes les chaînes, les Jeux Olympiques. Ouais. Mais quand la BBC couvre les Jeux Olympiques, qu'est-ce que ça donne pour le montrer? Ça donne ce spot. Rio 2016.
The Olympic Games starts 5th of August across the BBC. Alors bon voilà, on se dit effectivement il y a des moyens. Vous savez, parfois on montre ici des films avec de très très bonnes idées réalisées de manière très simple. Et puis parfois il y a aussi des films qu'on appelle à grand spectacle où le budget à la seconde n'a rien à envier à celui de grands films américains. C'est le cas pour ça, parce que c'est de l'animation, ça coûte très cher à la seconde. Il est long. Hein, et en plus il est long. Donc ça, vous voyez, c'est le spot. Alors attention, les Anglais ont quand même un problème, c'est qu'il y a eu un succès d'un chanteur qui s'appelle James Blunt, qui a chanté You Beautiful. Vous vous souvenez de ça? Il a chanté ça comme ça? Ouais, bon, c'était à peu près pareil. Vous vous souvenez de ça? Je vous le refais. Bon, voilà. Le problème, c'est que cette chanson... Heureusement que c'est lui qui l'a chanté. Hein. Cette chanson est passée tellement qu'au bout d'un moment, il y avait des Anglais qui ne pouvaient plus voir cette chanson en peinture. Ils disaient, bon, You're Beautiful, ça va, mais ça y est, maintenant, on l'a trop entendu. Eh bien, figurez-vous que James Blunt, l'auteur, a réussi à avoir du second degré sur cette chanson et à pouvoir envisager qu'éventuellement, ça pouvait taper sur les nerfs de beaucoup d'Anglais. Regardez, pour vendre quoi, ça c'est le mystère. I want to reach out to the ordinary people of this country and say, hey, you may look painfully ordinary on the outside, but on the inside, you're beautiful. Probably. So I've developed technology to communicate with people through their mirrors. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's hard to overstate how much it would mean to the average person to get a visit from me. I mean, look, it's James Blunt. Hello, you. You're beautiful. I just need one big lotto win. Hi there. And since there's been over 140 millionaires since October, well, things are looking... Beautiful. Beautiful. Anyone can win with Lotto. Please, don't let it be him. Vous avez vu comme c'est malin. Et vous avez vu, c'est ça ce qu'on admire chez... À mon chez... avis, avec celle à gagner le jackpot. Oui, quand même, là. oui. Alors là, c'est extraordinaire, parce que lui, évidemment, alors notoriété maximum, mais en plus, le jeu du loto, vous avez vu comme c'est fin, comme approche, plutôt que de dire, tu gagnes au loto, tu vas pouvoir aller sur une île déserte, c'est vraiment très travaillé. Et on termine avec j'allais dire, l'incontournable, hein, c'est la pâté pour chat. Oui, voilà, oui. on vous vend la pâté pour chat, attention, c'est anglais. Resistance is futile. Voilà, et donc, à bon entendeur, salut, si jamais vous nous voyez, vous qui faites aussi des publicités pour la pâté pour chat, prenez-en de la graine anglaise. Merci beaucoup. La revue de presse, elle est culturelle. Elle est signée de Patrice Rovenel et c'est maintenant. On commence par une exposition, où ça? Oui, au Centre Pompidou. C'est la Magritte Mania. Ce matin, dans les journaux, une centaine de chefs-d'œuvre de Magritte sont donc exposés à partir de demain à Pompidou. Et c'est vrai que quand on regarde ses œuvres, parfois on se demande ce qui lui est passé par la tête. Par exemple, regardez ce tableau intitulé « Les vacances de Hegel ». Alors Magritte s'en explique, il dit « J'ai pensé que Hegel aurait été très sensible à cet objet », il parle du tableau, hein, qui a deux fonctions opposées en même temps. Rejeter l'eau sans protéger, ça c'est la fonction du parapluie, et la garder, la contenir, ça c'est la fonction du verre. Voilà, il était content, il les a rapprochés. C'est un tableau philosophique, quoi. Oui, il dit, je pense que Hegel aurait été amusé, comme on peut l'être, chercher à l'être en vacances, par ce tableau. J'ai donc appelé ce tableau « Les vacances de Hegel ». Ça mérite d'avoir des sous-titres, hein, parce que sinon on ne comprend pas bien. Alors l'homme, Magritte, parce qu'on voit ses œuvres, mais à quoi il ressemble Magritte? Eh bien, regardez, je rappelle qu'il est né en 1898, qu'il est parti en 1967. Et alors sa vocation de peintre, il explique que gamin, il jouait avec une fillette dans un cimetière désaffecté de son village en Belgique. Il explorait les caveaux et puis un jour, en remontant à la surface, eh bien, il tombe dans une allée du cimetière sur un peintre qui avait installé là son chevalet. Et cette apparition lui a semblé magique. Il s'est dit « je serai peintre ». Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on apprend ce matin dans Libération qu'il a peint des faux Miro et Max Ernst et il les a écoulés sur le marché noir. Vous imaginez, vous avez à la maison un Miro qui est un faux mais peint par Magritte. Ça vaut 2 fois plus cher. Bah oui. Et puis alors, la fameuse pipe, d'où vient-elle? Parce que ça, c'est son tableau le plus célèbre. Alors il explique ce sous-titre, hein, qui est « Ceci n'est pas une pipe ». Il dit « Mais qui pourrait fumer la pipe de mon tableau? Personne. Donc ceci n'est pas une pipe. » Imparable.
Le magazine Réponse Photo maintenant nous propose sa sélection de photos réalisées par les lecteurs. Le thème était libre ce mois-ci. Alors voici les gagnants dans la catégorie couleur. Regardez cette photo prise à Tokyo. Alors il faut savoir que Tokyo, c'est une ville où il y a beaucoup de monde. Là, le gars a trouvé une rue calme, un cadrage impeccable, dit le journal. C'est un parc-mètre? Oui, il regarde un parc-mètre. Et les spécialistes vantent la rigueur des verticales, William. Il y a, paraît-il, dans cette photo une tension. On sent qu'il va se passer quelque chose, mais juste après la prise de vue. Voilà, 100 € pour l'auteur de cette photo. Ce pêcheur vietnamien s'apprête à mettre son filet dans la rivière des parfums. Un détail, mais c'est important pour ceux qui s'intéressent à la photo et qui veulent en faire. Regardez, la ligne directrice arrive juste pile dans le coin supérieur droit. 75 € pour l'auteur de cette photo. Et puis 50 € pour l'auteur de cette photo réalisée à Saint-Étienne. Ce bâtiment, c'est la Cité des Affaires. Et là, pareil, la diagonale, hop, ça va dans le coin du cadre. Je vais vous parler maintenant d'un article drôle. Enfin, drôle. C'est-à-dire que c'est le journaliste de Libération qui rencontre Ennio Morricone. Et là, c'est pas drôle. Et ça se passe très mal. Alors, Ennio Morricone, compositeur aux 500 films, 87 ans, il fête ses 60 ans de carrière avec un concert au Palais des Congrès le 24 et le 25 septembre prochain. Et le journaliste, déjà, il commence son papier en étant énervé parce qu'il dit on est prévenu par la production avant de rencontrer Ennio Morricone, il y a des phrases à éviter et un code de bonne conduite. Alors, il faut éviter de parler de Western Spaghetti parce que ça le met en colère. Il ne faut pas trop lui parler de Sergio Leone, mais de ses dernières productions. Il y a un piano chez lui. Surtout ne pas lui demander d'en jouer parce qu'il compose dessus. Non, ça, il n'aime pas du tout. Ne pas lui parler de la guerre, etc. Bon, lisez le papier dans Libération. Ça se passe très mal. D'ailleurs, le journaliste, à la fin, dit... Je voulais la chute du sujet. Ouais. Quand on se lève et qu'on referme notre calepin, on l'entend nous dire « va fanculo ». Alors, je ne sais pas s'il l'a vraiment entendu ou si l'autre l'a tellement pensé, l'a pensé si fort que le journaliste l'a entendu. La question que pose le journaliste, c'est une bonne question. Il lui dit à la fin, mais vous habitez Rome depuis toujours, vous soutenez l'AS Roma, il y a souvent des papiers de vous en train de faire la queue dans le supermarché à Rome, en bas, dans la rue, vous êtes un homme ça. Il dit, c'est quoi ça? C'est une question de touriste? Enfin, fanculo. Et le type, il ressort de là. Il veut le questionner sur son ancrage à Rome, et l'autre lui dit, vous avez fait tout ce voyage pour me parler de Rome? Pour me parler de ça. Voilà, c'est drôle, c'est dans les portables, donc, attention, danger quand vous les chargez, pas trop loin de vous, pas trop près de vous. Et les ordinateurs, alors eux, ils sont aussi dans le collimateur, mais de l'État de Californie. Alors pour quelle raison vous demandez à Laura du Web? Oui, parce qu'en Californie, ils sont très précurseurs en matière environnementale et ils ont décidé de faire un projet de loi qui obligerait les constructeurs à faire des ordinateurs qui consomment moins d'énergie. Oui. Un peu comme pour les voitures, vous auriez un malus si vous achetez un ordinateur qui consomme beaucoup d'énergie. Il y a 25 millions d'ordinateurs en Californie et 65% sommeillent pendant la nuit et restent en veille. Eh oui. Donc voilà, donc comme ils sont précurseurs, attention, ça va peut-être arriver chez nous et c'est une très bonne idée d'avoir des ordinateurs qui consomment moins d'énergie et qui sont moins chauds quand vous les touchez. Vos tablettes, elles sont bouillantes quand vous les laissez. C'est vrai, elles sont chaud bouillantes les tablettes. Chaud bouillantes. Pas que. Comme à Télématin. Je m'en doutais. Merci beaucoup.